Hey, je suis contente de tourner cette vidéo, enfin plus contente que la première fois où j'ai tourné cette vidéo parce que j'ai déjà tourné une première fois mais j'étais tellement crevée et tellement pas en forme que ça se voyait. Waouh, vous êtes tellement pas droit, attendez, ça va tomber, ça va tomber. Bref, c'est pas grave, au pire regardez pas la vidéo si ça vous dérange, si vous êtes pas droit. Bref, je voulais tourner une deuxième fois parce que la première fois c'était catastrophique. Ça se voyait que j'y prenais pas du tout plaisir et j'avais des vertiges. Enfin bref, voilà, on s'en fout. Je vais présenter un peu mes lectures de juin 2022. Ça a été un bilan assez hétérogène parce que autant au début j'ai quand même bien lu et autant les 10 derniers jours de juin j'ai rien lu ou alors j'ai abandonné pas mal de livres. En ce moment j'ai du mal en fait à rentrer dans un livre et y rester et ça me peine. J'ai malheureusement dû abandonner pas mal de livres, enfin 3 en l'occurrence. Je suis hyper dégoûtée. Alors je vais présenter brièvement les livres que j'ai dû abandonner. Il y avait L'Attrape-Cœur de David Salinger je crois, qui était un livre qui m'avait intéressé parce qu'apparemment c'était un livre sur l'adolescence, sur le mal-être qu'un adolescent pourrait ressentir, ces sentiments d'être perdu, de pas savoir ce que tu veux face à un monde dans lequel tu te sens aliéné et tout. Du coup ça m'avait pas mal intéressé, j'avais lu quelques extraits sur internet, ça m'avait pas mal plu et en fait en le lisant moi-même le livre, j'ai pas accroché aussi, que je trouvais trop familier, j'ai pas accroché au personnage principal non plus. Je me suis dit ok, c'est pas pour moi, c'est peut-être pas le meilleur moment, je suis peut-être pas dans le meilleur mood pour apprécier le génie qui se cacherait derrière le livre. Du coup voilà, j'ai abandonné. Ensuite j'ai abandonné, alors ça, ce livre je suis hyper dégoûtée parce que j'ai acheté en poche, il est cher parce que l'édition elle est magnifique. C'est le Chardonneret de Donna Tartt. Je l'avais acheté parce que j'avais lu Le Maître des Illusions de Donna Tartt. J'avais adoré l'ambiance, l'écriture, enfin j'étais vraiment immergée dedans. Et du coup je m'étais dit bon, Chardonneret ça a l'air plutôt sympa, genre c'est un adolescent qui par des circonstances assez catastrophiques se retrouve en possession d'un tableau, le Chardonneret. Apparemment il y a, je sais pas, il y a des gens qui le veulent aussi ou je sais pas quoi. Et du coup je me dis ok, ça a l'air d'être plein de tensions et puis ça a l'air d'aborder pas mal de thèmes humanistes. Je me suis dit bon, ça a l'air très riche et puis du truc il fait 1100 pages mais j'ai pas réussi à vraiment entrer dedans, enfin il y avait trop de longueur pour moi. Au début j'accrochais bien parce que j'étais attachée au narrateur, à ce qui lui arrivait. Il allait de famille en famille d'accueil en quelque sorte et du coup tu t'attaches à lui, au fait qu'il essaie de trouver sa place, son foyer. Il y avait des personnages qui me semblaient assez attachants, qui avaient un bon potentiel mais j'étais restée en surface et je me suis dit si je reste 1100 pages dedans, non je vais pas avoir le courage. Du coup j'ai préféré abandonner et de toute façon je peux même pas le revendre parce que j'ai pris des notes mais au stylo comme une conne, j'ai pas pris aucun papier. J'espère que par la suite, plus tard au cours de ma vie, je serai peut-être plus mature, plus sensible pour apprécier pleinement ce livre là et vraiment comprendre le génie derrière. Et le dernier livre que j'ai abandonné, c'était le premier tome du Sentier des Astres de Stéphane Plateau qui était Manèche, et je suis méga dégoûtée parce que du coup j'avais présenté ces livres dans une ancienne vidéo qui était un book bibliol. J'ai un peu honte en fait d'avoir présenté ces livres en mode ouais j'aimerais trop les lire, au final je les ai abandonnés parce que je suis pas du tout dans le mood. Enfin je sais qu'il y a rien à avoir honte mais j'ai quand même honte, voilà. Alors au début j'avais grave accroché. En fait l'histoire elle est séparée entre le passé et le présent, et dans le présent on suit un équipage qui est en train de partir à la recherche de quelque chose pour arrêter la guerre. En route il tombe sur un mec naufragé, du coup il le recueille. Et le passé c'est en fait le mec naufragé qui va raconter son passé, qui va raconter son histoire, comment il en est venu à se retrouver en pleine mer. Je trouvais dès le début qu'il y avait un déséquilibre d'intérêt entre le présent et le passé. Je trouvais le passé beaucoup plus passionnant à suivre que le présent. Dans le passé je suis grave attachée au personnage principal, à la façon dont il racontait son histoire, à la famille adoptive dans laquelle il a été recueilli au début, parce que déjà les liens familiaux, je trouvais qu'il y avait une maladresse dans certaines relations mais aussi une certaine humanité, un certain réalisme et surtout beaucoup d'amour sincère, et ça m'avait tellement émue. Mais vraiment je suis en mode ok d'accord, déjà coup de cœur au niveau des relations entre les personnages, sauf qu'après un moment dans la famille il se passe un truc bizarre, enfin du coup ça m'a un peu sorti l'histoire. Et puis en fait je trouvais que la plume elle est très foisonnante, voilà, elle est très riche mais peut-être un peu trop riche pour coller à mon mood maintenant qui veut un truc un peu plus rapide. Il y avait beaucoup de descriptions à la rallonge et je trouvais que l'auteur pouvait résumer ça en quelques mots et aller plus vite sur certaines pages. Ça m'a sorti un peu de l'histoire et j'étais moins impliquée dedans, et j'espère revenir dessus quand je serai plus dans le mood d'y accéder et de profiter vraiment. Ensuite on va passer aux livres lus. Globalement c'est des bonnes lectures. Ma première lecture ça a été 4 générations sous un même toit, le tome 1 de Lao She, qui a été un coup de cœur. Je crois que c'est mon deuxième coup de cœur de l'année, du coup c'est pas rien. Dans cette saga là, Lao She va dépeindre le quotidien d'une famille et de leur entourage sous la colonisation japonaise en Chine dans les années 37-45. Et dans le premier tome en fait on assiste à comment ils vivent la guerre sino-japonaise et l'écrasement progressif de la Chine par les Japonais. J'espère pouvoir dédier une vidéo entière sur ce livre là parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Il y avait tellement de qualité et je vais essayer de résumer vite fait, mais en gros ce que j'ai adoré c'est vraiment
l'humanité, la psychologie hyper réaliste des personnages, des Chinois et en l'occurrence là surtout des Pékinois qui assistent au déclin de leur souveraineté nationale au profit de la souveraineté japonaise. Tu sens à quel point ils sont écrasés, à quel point ils subissent cette domination avec beaucoup d'humiliation, de culpabilité, de révolte et aussi d'impuissance, parce que ce qui est cool c'est qu'on là on suit pas des héros qui vont partir à la guerre ou quoi, on suit des gens normaux et comment ils se sentent face à cette colonisation. Tu vois différentes facettes des Pékinois, il y en a qui vont profiter de la situation pour essayer d'accéder à des avantages auprès des Japonais pour leurs bénéfices personnels, tandis qu'il y en a d'autres qui eux ils veulent aller se battre, ils veulent s'engager dans la résistance pour défendre la patrie, mais ils doivent quand même remplir leur devoir de piété filiale en tant par exemple que père de famille pour s'occuper de la famille, et du coup ils peuvent pas forcément partir en guerre. C'est quelque chose qui les déchire en fait, parce que du coup ils doivent revoir leurs priorités et ils doivent faire des choix qui coûtent beaucoup à leur sentiment de loyauté et aussi à leur honneur, et tout était tellement bien nuancé, c'était tellement beau. Après il y avait peut-être des moments un peu répétitifs au niveau de la psychologie des personnages, mais moi ça m'a pas vraiment dérangé parce que pour moi ça amplifiait encore plus notre attachement pour les personnages. Vous êtes vraiment pas drôle, mais c'est un truc de dingue. Et du coup au niveau des personnages ils sont super attachants parce que du coup on suit principalement une famille, mais aussi leur entourage avec d'autres familles et tout. Il y a pas mal de personnages pour lesquels je me suis attachée parce qu'ils sont très nuancés, ils ont plusieurs facettes, juste ils sont hyper attachants parce qu'ils sont très humains et très réalistes. J'avais lu comme quoi cette saga là c'était assez lent, il se passait pas grand chose parce qu'on se situe pas du côté des héros avec beaucoup d'action, avec la guerre et tout, mais je trouve qu'il s'est quand même passé pas mal de choses déjà au niveau du développement de la psychologie des personnages, de leurs relations. C'est tellement beau, genre les relations familiales et tout, ah ça me touche, mais vraiment il y a cette maladresse mais il y a cette humanité, cette tendresse, cet amour qui les rend tellement beaux. Enfin bref voilà, quand même des moments qui m'ont vraiment ému parce que il y a des moments significatifs sur l'expression des sentiments des Chinois face à la domination japonaise. Il y avait des moments vraiment puissants en fait, vraiment. Ce qui est cool aussi c'est que du coup dans l'histoire ça se passe sous la domination japonaise et l'auteur a écrit ça de 40 à 42, donc quand il était vraiment immergé dans le contexte, et du coup en fait c'est comme si Lao She avait connu ces personnages et les avait retranscrits dans son livre comme sous une forme un peu biographique, tu vois. Et moi ça m'étonnerait pas vraiment qu'il se soit inspiré des gens autour de lui parce qu'il paraissent tellement réels en fait, ils sont réels pour moi. Je le conseille vraiment parce que il est absolument génial, j'ai tellement de choses à dire. Et voilà. Ensuite j'ai lu une déception, voilà, je suis hyper dégoûtée. Il s'agit de Solitaire d'Alice Oseman, c'est un one shot sur Tori qui est la grande sœur de Charlie dans Heartstopper. On suit Tori qui vit sa petite vie, elle est très introvertie, très réservée, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de choses qui l'animent dans la vie. Elle rencontre un gars qui s'appelle Michael qui est très intrigué par elle, du coup ils vont se rapprocher. Il y a un personnage mystérieux qui s'appelle Solitaire qui organise des trucs un peu bizarres au lycée. Tori et Michael ils vont essayer d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux personnage que j'ai deviné même pas à la moitié du livre parce que c'était un peu trop évident. Bref voilà, c'est triste parce que de base j'ai tourné un vlog dessus, j'ai tourné mes réactions, j'avais pas mal de choses à dire, enfin surtout au début, et au final comme ça s'est fini sur un avis assez mitigé, bah j'avais la flamme de monter le vlog et du coup j'ai abandonné l'affaire. Au début j'ai pas mal aimé parce que on explore le côté très introverti de Tori et je me suis reconnue beaucoup en elle dans ses réflexions par rapport au monde, par rapport à comment la société traite les introvertis, à comment il les juge, à comment il les exclut en quelque sorte, parce que au final quand tu réfléchis tu vois bien que la société elle est faite pour les extravertis parce que ça encourage le fait de développer les liens sociaux pour être plus accepté dans la société, être plus intégré, et c'est la clé du bonheur en quelque sorte, et les introvertis sont pas assez bien compris. Enfin, mais après maintenant je trouve qu'on est plus sensibilisé au cas des introvertis parce qu'on voit que les introvertis s'ils sont plus calmes et tout, ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins intéressants et moins de potentiel que les extravertis. Du coup t'avais ce genre de réflexion qui m'ont fait réagir dans Solitaire et j'étais ouais ça c'est bien, voilà. Il y avait aussi des moments avec Nick et Charlie, notamment avec Charlie parce que du coup Tori et Charlie c'était ma relation préférée dans Heartstopper parce que leur relation fraternelle ça m'a tellement touchée parce que Tori en tant que grande sœur elle avait une poker face H24, elle était très réservée, limite froide, mais tu sentais à quel point elle se souciait et à quel point elle aimait Charlie, et elle le montre dans cet homme là et c'est trop mignon. Enfin elle le montre, il y a des moments bon je vais revenir après, mais il y a des moments bon bref, mais du coup on va basculer sur les mauvais côtés. Ce livre aurait valu pas mal de trigger warning, il y a les troubles alimentaires, il y a des cas de mutilation, de tentative de suicide, de dépression je crois. Du coup quand j'ai commencé à lire tout ça j'étais en mode
ok. Déjà tu sais dans Heartstopper c'était quand même pas mal lourd, mais au moins il y avait des trigger warnings et ça restait quand même soft, il y avait quand même pas mal d'amour. Mais alors les dernières pages de ce livre là, mais j'en croyais pas mes yeux en fait, parce qu'en fait Tori, je pensais qu'elle était juste un peu introvertie, elle cherchait sa place dans la vie, elle était très mélancolique parce qu'elle se sentait décalée par rapport à la société, ce qui est totalement compréhensible de la part d'une ado. Mais en fait ses problèmes, son mal-être est beaucoup plus profond que ça, et en fait comme on n'est pas prévenu au début et que c'était mal développé, j'étais paumée, j'ai perdu le fil avec le développement du personnage de Tori et j'ai été beaucoup moins emballée, beaucoup moins impliquée. Vraiment les dernières pages, il y a une scène, je trouve ça trop bizarre, c'était mal fait. Et puis aussi la façon dont l'autrice aborde certains thèmes assez importants, contrairement à dans Heartstopper où c'était vraiment bien amené, c'était vraiment bien guidé. Ici non, c'est assez bâclé, il y a des scènes, c'est traité de façon trop légère et du coup ça allait pas, tu sens que l'autrice elle a vraiment écrit ça quand elle était encore ado. Après il y avait aussi Michael il est trop bizarre. Enfin, en fait ce que j'aime bien c'est qu'il montrait les personnages qui semblent extravagants, qui sont toujours souriants, joyeux et tout, bah ils sont pas forcément contents dans la vie en fait, et qui peuvent cacher aussi un profond mal-être, une profonde colère et tout. Du coup c'était cool pour briser les visages, mais c'était fait de façon assez maladroite et bizarre. Vraiment la plume elle était très bizarre et bref voilà, du coup déception. Ensuite j'ai lu Les Nouvelles Vagues d'Arnaud Catherine, qui est en fait le deuxième tome du premier tome qui était romance, mais peuvent se lire indépendamment, même si celui-là spoil quand même vachement ce qui se passe avec le héros principal et son histoire d'amour. Alors en fait j'ai emprunté à la médiathèque, j'ai commencé à le lire, en fait il y avait des phrases qui résonnaient en moi que je trouvais vraiment cool, du coup j'ai acheté, je me suis dit ah mais il y a du potentiel pour un coup de cœur, et c'était pas un coup de cœur, mais dans ce livre-là, on suit 4 ados et leur histoire d'amour, genre comment ils vivent tout ça, le premier amour, comment surmonter l'échec d'un premier amour, mais un échec vraiment catastrophique. On retrouve la qualité principale que dans le premier tome, c'est que la plume se fait hyper... Je sais pas, en fait c'est réaliste mais c'est poétique en même temps, mais c'est poignant, c'est très incisif et c'est très percutant pour mettre en avant les sentiments des personnages, la psychologie, la mentalité. C'est une plume dans laquelle tu peux te reconnaître, dans laquelle tu peux reconnaître ce que tu as pu ressentir, ce que tu as vécu au niveau de l'amour. Alors au début ça m'a plu et après ça fait comme dans le premier tome en fait, pendant la moitié j'étais ok d'accord j'aime bien, c'est mignon, mais il n'y a rien de fifou en fait, et c'est vraiment à la fin où tu te dis ok en fait c'est quand même du génie un peu, parce que c'est réaliste et ça prend au sérieux l'amour adolescent, mais de façon à la fois très tolérante et très compatissante. C'est un soutien moral assez fort, parce que tu sens que l'auteur il prend au sérieux les problèmes sentimentaux des adolescents pendant je sais pas le milieu là. J'étais en mode ok c'est cool, mais je regrette quand même d'avoir acheté le livre parce que c'est pas assez prenant, je suis pas totalement immergée dans l'histoire pour me dire ah ouais j'aurais bien voulu ce livre dans ma bibliothèque. Et en fait c'est vraiment à la fin que je me suis dit ok en fait si je suis contente de l'avoir avec moi pour toujours normalement, parce que la fin elle est cool, franchement elle est cool, ça montre un revers de l'amour que je trouve réaliste et que j'aimerais qu'on mette plus en avant dans les romans, parce que dans les romans au niveau de l'amour adolescent c'est toujours très poétique, c'est même très idyllique parfois. Moi c'est un truc que j'aime pas en fait, tu vois, parce que je me dis ça fait trop rêver, ça fait trop fantasmer, alors que dans la vraie vie tu vas être confronté à plein de déceptions, et dedans en fait ça te fait confronter à des déceptions mais ça te guide et ça te soutient et du coup tu te sens moins seule. Il y a quelque chose de vraiment bienveillant dans ce livre, et à la fin franchement l'épilogue, j'étais trop émue par l'épilogue. Ça peut sembler banal pour certains mais moi j'ai été émue parce que bref je dirais pas pourquoi, mais c'était trop mignon, c'est trop mignon, du coup je suis trop contente. Ça montre comment en fait vivre un amour de manière saine en fait, après avoir eu un amour toxique ou un amour dans lequel t'es pas encore assez guéri de tes premières fois. C'est vraiment cool de montrer, de rappeler aux ados ce genre de choses et ne pas leur voiler la face en leur offrant quelque chose d'idéaliste, d'idyllique et tout. Du coup voilà, c'était cool. Ensuite j'ai lu L'Homme Miroir de Lars Kepler, qui est en fait un tome inclus dans une trilogie de thrillers. Alors évidemment les thrillers tu peux les lire séparément, mais je conseille quand même fortement de lire les tomes dans l'ordre, parce que déjà les enquêtes elles sont trop bien, le protagoniste principal il est hyper charismatique, c'est un plaisir de le suivre, et aussi il y a une protagoniste, enfin une héroïne un peu plus en retrait mais qui est super badass aussi, et il y a un fil scénaristique par rapport au protagoniste principal qui se développe tout le long de la saga, et ce fil scénaristique se retrouve parfois au cœur de l'enquête elle-même. Du coup ce serait un peu ballot de sauter des tomes et de manquer des détails, parce que tu seras un peu moins immergé
peut-être, et puis après ça te fera spoiler pas mal d'éléments parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. Pour ce tome là c'est en gros une enquête sur des jeunes filles qui se font séquestrer, du coup c'est très glauque. Globalement je l'ai lu hyper vite, je l'ai lu en 2 jours alors qu'il fait 500-600 pages, mais ça s'arrête pas, c'est dynamique, la tension elle est hyper présente, tu sens l'atmosphère glauque, du coup tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose mais en même temps parfois il se passe rien, parfois il se passe un truc et c'est glauque ou quoi. Et aussi petit point bonus, c'est au niveau des personnages. Alors personnellement moi je suis quelqu'un qui m'attache très rarement aux personnages dans les thrillers, mais là il y avait des personnages qui étaient développés autour de la question de la parentalité, de l'adoption et tout, et du coup c'est des thèmes qui étaient assez touchants à développer, qui rendaient les personnages assez émouvants. Aussi au niveau du coupable, alors franchement je me suis pris un coup dans mon ego parce que j'étais tellement sûre du suspect que je tenais, j'étais en train de suspecter un gars, j'étais en mode non mais c'est lui, c'est totalement lui. Il y avait des indices qui allaient dans ce sens là, j'étais en mode non mais là j'ai outsmart les auteurs. Et en fait je crois que les auteurs ils avaient prévu ce coup là et ils avaient prévu de mener le lecteur sur une fausse piste. Je me suis fait pranker mais comme un bébé en fait, comme une grosse fragile. Et du coup quand j'ai vu le coupable j'étais d'accord, ok, d'accord. Ah oui, et la fin, ça se finit sur un putain de cliffhanger, je suis en mode mais comment c'est possible? Et en fait ça rejoint justement le fil scénaristique du protagoniste principal. J'adore son intrigue à lui seul. Du coup voilà, j'ai trop hâte de voir la suite et je suis comme une dingue là. Et enfin, alors c'était pas ma dernière lecture du mois, mais c'est la dernière lecture que je présentais parce que j'ai la flemme. Il s'agit du tome 2 de Ching-wan Se-fu, ou alors en anglais Heaven of Vicious Blessing. C'est une relecture en fait pour moi parce que j'ai déjà lu toute la saga en version non officielle traduite en anglais sur internet. Ça a été mon coup de cœur, mais de loin de 2021, enfin c'est juste incroyable. En gros on se situe dans un monde où les humains, quand ils accomplissent une prouesse ou plusieurs prouesses, ou ils se démarquent des autres, ils peuvent avoir une ascension du coup qui les transforme en dieu, voilà, ils montent aux cieux et voilà. Et on suit un protagoniste, Shilen. Au début il a une ascension et en fait le truc qui est particulier avec lui c'est que c'est sa 3e ascension, parce que du coup il a déjà eu 2 ascensions, il a eu 2 bannissements. Et là c'est sa 3e ascension et il est un peu comme le déchet en fait, on le considère comme un trash littéralement, parce qu'on est en mode ok d'accord, il est complètement nul, il est con, il sert à rien, et voilà, il a pas de pouvoir non plus, à quoi il sert, parce que voilà, du coup avec ses 2 bannissements il a perdu ses pouvoirs. Il va rencontrer un jeune homme enfin qui a l'air jeune mais qui pas vraiment jeune, voilà. Ce jeune homme elle va entretenir une relation assez particulière avec lui, voilà, c'est un boys love, voilà. En fait j'ai la flemme de parler de la romance parce que c'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais c'est vraiment le cast des personnages secondaires pour moi qui est le génie de Ching-wan Se-fu, mais genre vraiment j'ai pas le temps de bien développer parce que sinon ça prendrait toute ma vie. Ils sont hyper diversifiés, ils sont hyper riches, hyper uniques à leur façon. En fait ils sont tellement bien développés, ils ont plusieurs facettes et ils sont nuancés aussi, il y a des côtés plus discrets que l'autre et ça rend le personnage encore plus riche. Et ils sont hyper attachants, enfin pour la plupart, hein. Et ils sont très bien nuancés, je crois que j'ai déjà répété ça, mais ils sont humains, ils sont pertinents, et plus on avance et plus on voit que leur psychologie elle est vraiment bien approfondie et c'est tellement beau. Alors dans ce tome là on rencontre plusieurs de mes personnages préférés et du coup j'étais comme une dingue, mais vraiment genre la hype. En fait j'ai plus adoré ma relecture de ces chapitres là que lors de ma première lecture, parce que lors de ma première lecture voilà c'était nouveau pour moi, alors que là déjà je revois les personnages, il y a ce sentiment nostalgique. Après j'ai lu il y a à peine un an, et aussi je relève des trucs que j'avais pas remarqué avant, parce qu'en fait dans Ching-wan Se-fu il y a énormément de révélations, il y a énormément de foreshadowing, de plot twist et tout, et en fait quand tu relis des trucs t'es en mode oh, est-ce que l'autrice elle avait prévu ça, parce que on dirait vraiment qu'elle avait prévu ça. Et puis aussi les foreshadowing de développement de personnages, genre il y a des personnages qui ont l'air assez mystérieux dedans, mais en fait quand tu les connais pleinement tu peux mieux analyser, mieux interpréter, mieux comprendre leur attitude dans ce tome là, et tu te dis mais c'est magnifique, et du coup je suis encore plus attachée à ces personnages et je suis juste trop contente. On a le début du passé du protagoniste qui a un passé, alors son passé c'est un arc chef-d'œuvresque, vraiment il est incroyable, vraiment c'est magnifique, c'est très profond, c'est très puissant. Et du coup on a le début, après là le début de son passé c'est assez chill, et j'ai super hâte de lire le tome 3 qui sort ce mois-ci, parce que ce tome 3 ça va être encore meilleur que ce tome là, parce qu'il se passe encore plus de choses et j'ai trop hâte. Mais vraiment ce tome il était incroyable. En plus il y a des illustrations. Là je vais peut-être essayer de montrer une illustration. C'est trop beau, voilà, c'est trop beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques livres qui ont l'air un peu intéressants. Merci beaucoup encore si vous avez regardé jusqu'à la fin. Moi j'ai une idée méga stylée pour faire des conclusions, mais il faut que j'ai pas mal de commentaires et tout, parce qu'il y a pas beaucoup de participation dans mes commentaires, du coup voilà, j'ai peur de balancer mon idée, mais c'est pas grave, je verrai par la suite, hein. Et c'est pas grave, hein. Voilà, bref, on verra. Je vous laisse, à bientôt, peut-être.